Messieurs, dames, bonjour. Moi, je vais vous parler d'un sujet un peu différent. Donc, d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis historienne de l'art, donc je vais vous parler de la réappropriation muséale et artistique de la photographie judiciaire. Parce que si depuis longtemps les musées d'histoire, les musées de police évidemment et les musées d'ethnographie proposent au public des expositions de ce genre de matériel, la présence de ce type de photographie dans les musées d'art contemporain est un phénomène tout à fait nouveau qui on situe à peu près à partir des années 2000. Donc on va voir pourquoi. Ensuite je vais définir mon terrain, c'est-à-dire pourquoi je vais me limiter aux expositions de photographie. Et ensuite on va voir des exemples avec d'une part la réappropriation muséale avec deux exemples d'expositions et la réappropriation artistique par l'exemple de deux travaux d'artistes. Et ensuite on va tirer nos conclusions. Alors d'abord, donc pourquoi on a ce goût pour ce genre d'images policières dans les musées à partir des années 2000. À mon avis, une des causes principales, c'est ce que j'appelle l'affaire Arnold Odermatt. Arnold Odermatt, qui était d'abord officier, ensuite chef de la police du canton de Nidwald en Suisse alémanique, qui a travaillé entre 1948 et 1990 donc, au sein de ce poste de police, qui n'a pas de formation de photographe, qui se passionne par contre de photographie, qui est passionné de photographie, et qui n'a pas non plus, son rôle au sein de la police de Nidwald n'exige pas des connaissances de photographie, donc il ne doit pas prendre de photographie pour son travail, mais qui réalise quand même des centaines et des centaines de photographies de son quotidien de travail. Donc là, vous avez un exemple des images qu'il réalise. C'est des images en noir-blanc d'accidents routiers d'une qualité esthétique évidente. Mais ces images restent inconnues au public jusqu'à la retraite d'Odermatt, parce qu'évidemment, elles ont été prises dans un but complètement privé. Et Odermatt n'a non plus aucune prétention artistique, donc il ne veut pas les exposer pendant son activité. Mais une fois arrivé à l'âge de la retraite, donc en 1990, il demande à son fils de l'aider à choisir un peu des photographies pour les montrer, mais dans sa maison, hein, on ne parle pas d'exposition. Et son fils découvre ce matériel d'une qualité incroyable et décide lui-même d'en faire une exposition, d'abord à Francfort en Allemagne et une première exposition en 1992, et ensuite il publiera 4 livres groupant ces images. Et cela crée un choc culturel dans le monde du musée, au point que Harald Zeman en 2001 décide d'exposer la série des accidents routiers d'Odermatt à la 49e Biennale de Venise. Or, vous voyez, on s'approprie d'un matériel d'une clarté esthétique, d'une typologie esthétique bien précise, issue d'enquêtes, on peut dire policières, parce qu'il s'agit d'accidents routiers, où les relevés et les dynamiques sont analysés par la police. Et ce genre d'image, qui n'a été non plus prise dans un but esthétique, vient exposée à la Biennale de Venise. Donc ça, c'était une première cause. Une deuxième cause qui, à mon avis, pousse les spécialistes des musées à s'intéresser au type, aux images judiciaires, c'est
majeure accessibilité aux sources. Le temps passe, évidemment, certains dossiers perdent leur statut de confidentialité et donc ce type de matériel peut être analysé non seulement par les spécialistes du domaine, mais aussi par d'autres chercheurs, par des historiens, par des historiens de l'art, par les commissaires d'exposition, etc. Et donc, on peut réanalyser et créer des expositions à partir de ce type de matériel sans empêcher le déroulement de la justice et sans tomber dans des impasses de confidentialité des dossiers. Et une troisième cause de ce phénomène, ce serait évidemment les facteurs de mode. On l'a vu très bien ce matin avec l'intervention du professeur Weichmann. À partir des années 2000, on a une explosion dans la culture des masses, dans la culture populaire, des séries télévisuelles centrées sur ce qu'on appelle les procedural dramas, c'est-à-dire les séries télévisées centrées sur les processus de l'enquête. Et donc, on a une désacralisation du corps et des images morbides qui se met en place et qui incite évidemment les musées à aussi traiter de ce type d'images. Donc voilà, c'est trois facteurs réunis, fantasy que j'étais un peu vite, mais bon. Fantastique. Alors, les spécialistes du musée s'intéressent à cette image et essayent aussi d'organiser des expositions issues de l'imaginaire policier. Pourquoi je vais me limiter à la photographie et la police? Je ne vais pas aborder d'autres types de matériel exposés. Parce que si les façons de s'intéresser au monde policier dans le monde de la culture, de l'art contemporain, peuvent être très variées, une des constantes, par contre, des matériels exposés est la photographie. C'est-à-dire que même dans des expositions qui ne veulent pas traiter que de photographie, à un moment donné, on exposera des photographies. Pourquoi? Bien évidemment, la police produit une grande quantité d'images parce que l'histoire de la photographie et l'histoire de la police ont un passé commun. Il y a une célèbre phrase qui dit Nicéphore Niepce inventa la photographie, la police a compris toute sa portée. Et c'est bien ça parce que le processus photographique est découvert autour de 1826 et déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle, les postes de police standardisent et utilisent la photographie pour les portraits des criminels. Évidemment, grâce aux contributions d'Alphonse Bertillon, on a parlé ce matin de Locard, et on verra ensuite aussi de la figure de Rodolphe Reiss dans tout ça. Bref, donc la police produit beaucoup d'images. Et ces images, si on le veut diviser en genres visuels, touchent principalement à trois genres, justement. La photographie de la scène du crime, la photographie du portrait du criminel et la photographie d'objets des échantillons d'épreuves. Et on verra comment ces trois genres sont par la suite réélaborés dans l'organisation des expositions. Or, quand on parle d'exposition d'images judiciaires, on a principalement deux tendances. D'une part, on a des images produites par la police, réinterprétées et esthétisées par les musées, et on parlera alors d'une réappropriation muséale. Et quand on aura des images produites par les artistes mais qui puisent dans l'univers judiciaire et quand les artistes aussi utilisent dans leur démarche donc pour produire des œuvres des sources policières, on parlera alors de réappropriation artistique. On commence avec la réappropriation muséale, donc avec l'exemple de l'exposition Théâtre du crime, conçue et organisée par les musées de l'Élysée, les musées de la photographie de Lausanne en Suisse, et l'exposition Crime et Châtiment, organisée par le musée d'Orsay de Paris, l'une de 2009 et l'autre de 2010.
Alors, on commence avec le théâtre du crime. Théâtre du crime qui groupait à peu près 120, une centaine de photographies réalisées par Rodolphe Archibald Reiss, fondateur de l'Institut de police criminelle de Lausanne en 1909. Et avec ce titre emblématique, les théâtres du crime. Ça, c'est une autre vue de l'exposition qui était conçue pour voyager. Donc, c'est une autre pour vous montrer que le processus expositif de l'exposition ne changeait pas malgré les lieux d'exposition. Donc ça, c'est une vue de l'exposition au Salon du Livre à Genève. L'exposition ensuite a tourné en Europe et dans le monde. Donc on voit, c'était plus d'une centaine de photographies en grand format, exposées en grand format et en série comme ça par la suite, avec des petites, jolies petites légendes à côté des images, mais malheureusement pas des panneaux explicatifs, sinon que 2-3 lignes au début, à l'entrée de l'exposition, voilà, disons, expliquant l'enjeu de l'exposition sur lequel je vais revenir par la suite. Et ça, c'était l'image choisie en tant qu'affiche par le musée de l'Élysée. Et ça, c'est une image qui était exposée. Donc, je vais vite passer quelques images exposées. Voilà. Donc, les théâtres du crime, son enjeu, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est tel qu'on le lit dans le livre de l'exposition. Donc c'était une exposition qui voulait une redécouverte du travail photographique de Rodolphe Archibald Reiss, fondateur de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Le type d'image exposée, on l'a vu, c'était des tirages numériques en grand format, un tirage numérique qui était réalisé à partir de scans des originaux. Et évidemment, le titre l'indiquait lui-même, la majorité des images étaient des scènes de crime avec cadavres, parce que aussi le fait de vouloir choisir des scènes de crime avec cadavres, c'est un choix stylistique bien clair, parce qu'on sait très bien que la scène de crime peut être montrée avec ou sans cadavre. Donc voilà. Et considération générale, il y avait très peu d'informations aux visiteurs concernant l'origine de ces photographies. Et puis encore une chose que je vais ajouter maintenant, donc les indications temporelles chronologiques n'apparaissaient que à côté des images dans les légendes, mais n'étaient pas une constante dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une photographie réalisée au début, en 1898 et une photographie réalisée en 1915-14, l'une à côté de l'autre, donc il n'y avait pas de cohérence temporelle à l'interne de l'exposition. Et ça, c'est un point aussi assez important. On passe maintenant à l'exemple de Crimes et Châtiments du musée d'Orsay. Qui était conçu d'une façon très différente. Évidemment, les musées d'Orsay, vous les connaissez très bien, c'est un musée qui fait des grandes expositions, qui groupe très nombreuses œuvres qui peuvent être de la peinture, de l'incision, des objets, de la sculpture. Donc il y a plusieurs médias qui sont exposés ensemble. Dans l'exposition Crimes et Châtiments, on avait articulé le parcours selon plusieurs salles thématiques autour de l'idée du crime au XIXe siècle. Et là, je vous ai mis une vue des salles dédiées aux femmes fatales. Vous voyez, on expose des peintures, un objet, et puis de cette salle-là, on passait à une autre salle peut-être plutôt centrée sur les crimes dans le sens biblique. Une autre salle, c'était dédiée plutôt à la figure du serial killer. Donc, la photographie était exposée dans la salle Les crimes et la science, l'âge du positivisme. Et vous le voyez, les photographies étaient exposées dans des vitrines, dans une grande vitrine au centre de la salle, puis tout autour. Et vous avez aussi ces papiers peints au mur, qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il reprend
la signalétique anthropométrique définie par Bertillon. Si vous regardez le personnage, là, il est en train de prendre les mesurations du bras du suspect, comme dans la deuxième figure, et l'autre qui est dans cette pose très curieuse, il n'est rien d'autre, il est en train de se faire mesurer la longueur des pieds, on l'a dans la petite vignette du bas. Donc, et ça, c'était une des images exposées dans les vitrines. Comme avant, je vais passer quelques images en revue. Oula, ouais, ça change un peu. Voilà. Donc, crime et châtiment, l'enjeu de l'exposition, c'est exposer les crimes et son châtiment pour affirmer que le 19e siècle avait également inventé la figure du criminel. C'est Jean Clair qui le dit. Type d'image, c'était donc, on l'a vu, des tirages originaux, donc des tirages argentiques sur papier qui étaient accompagnés des dossiers judiciaires avec qui il allait. Et tout ça était exposé dans des vitrines. Et les genres d'images exposés, on l'a vu, c'était les trois genre dont on a parlé au début. Donc on avait des images de scènes des crimes, des portraits des criminels et des focus sur des empreintes ou des objets, donc des preuves. Et considération générale, donc c'est une exposition très hétéroclite. Néanmoins, les côtés historiques étaient très soignés. On passe maintenant à la réappropriation artistique. Alors je vais vous faire encore une fois deux exemples, un exemple suisse et un exemple français, avec l'artiste suisse Virginie Rebete et son projet Visiting Jane, Casting Jane de 2009, et l'exemple de l'artiste française Jeanne Giard, avec son projet du musée criminel de la police cantonale de Zurich au musée d'art contemporain de Genève. Projet suisse pour une artiste française parce que Jeanne Giard fait ses études à la Haute École d'art appliqué à Genève. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc on commence avec Virginie Rebete, qui fait un travail très particulier parce que en 2009, elle se rend à Los Angeles et en collaboration avec la police de la Los Angeles County, elle a accès à des dossiers des personnes disparues, ce qu'on appelle les Jane Doe, c'est-à-dire les cadavres féminins non identifiés. Et elle lit ces dossiers et ensuite elle se rend sur les lieux où ces corps ont été retrouvés et elle se prend en photographie en réalisant ces images où il n'y a aucune référence à la tragédie sous-jacente. Mais il y a un côté mystérieux parce qu'il y a toujours ce personnage vu de dos qui nous cache le visage. On comprend que c'est une femme, mais voilà, ça nous interroge dans quelque sorte. Et le deuxième volet de ce projet, donc Casting Jane, c'est une partie textuelle où elle a pris ces dossiers des femmes disparues, elle les a liés, analysés et photocopiés et recollés ensemble. Et elle crée ces espèces de cadavres exquis qu'ensuite elle expose à côté des images sous forme de papier ou sous forme de sculptures en plâtre, comme c'était le cas de l'exposition au Centre d'art contemporain de Neuchâtel. Et donc on a la source policière, donc le rapport sur plusieurs histoires de Jane Doe, réélaboré d'une façon visuelle par la photographie et textuelle, et aussi sculpturale à l'occasion. Jeanne Giard, par contre, malheureusement, je n'ai qu'une seule image pour Jeanne Giard et de très mauvaise qualité parce que l'artiste, comme c'est un travail qui est en train de publication, n'a pas donné l'autorisation pour publier, pour montrer plus d'images. Je suis désolée pour ça, mais une seule image nous servira parce que ça va être très emblématique de toute façon de son travail. Parce que justement, Giard, qu'est-ce qu'elle fait?
avec l'aide de la police cantonale de Zurich, elle photographie toute la collection du musée de la police de Zurich et en échelle 1:1. Avec le même fond blanc et avec les photographies, elles ont toutes le même format, c'est presque carré, c'est un rectangle très... Et ensuite, le but, c'est de donc, photographier et réexposer ces objets dans d'autres institutions autres que des musées historiques, des musées de police. Et qu'est-ce qu'elle fait en faisant ainsi? Elle fait sortir ces objets de leur lecture historique univoque en leur donnant des autres lectures par ce changement de statut. C'est-à-dire ces 2 pièces de monnaie qui étaient présentées au musée cantonal de la police de Zurich en tant que pièces de monnaie séquestrées en suspect lors d'une interrogation, restaient dans le contexte du musée cantonal 2 pièces de monnaie séquestrées en suspect, alors que refotographiées et installées dans un autre contexte, elles deviennent d'un coup des objets photographiés, des objets d'art, et donc qui se prêtent à plusieurs lectures. Et donc voilà, on arrive gentiment à la conclusion de cette étude. Après ce qu'on a vu, d'abord il faut dire que nous sommes convaincus, je suis convaincue de l'importance des relectures des sujets historiques pour donner de nouvelles impulsions à la recherche. Ceci n'est pas une critique à cette réappropriation, loin de là. Et aussi, chaque commissaire d'exposition est libre de faire son travail dans les termes qu'il entend. Mais en faisant ça, il ne faut pas oublier le public, il ne faut pas excéder dans la réélaboration, surtout parce que ça peut poser des problèmes déontologiques. C'est-à-dire, il faut agir avec attention dans cette réappropriation, parce qu'on l'a vu, dans le cas de l'exposition Théâtre du crime, par exemple, le fait qu'il n'y avait pas d'informations sur l'origine de ces images et que des images réalisées en argentique au début du XXe siècle qui allaient avec des dossiers confidentiels et qui accompagnaient des schémas et d'autres images, ces informations n'étaient pas mentionnées et ces images étaient complètement bouleversées dans le sens qu'on l'exposait en images isolées, en format numérique et on posait le spectateur face à ça sans lui donner les moyens de comprendre le pourquoi. Et cela pouvait porter à évidemment, transmissions de fausses informations. De même, dans l'exposition Crime et Châtiment, alors là, on était très conscient du point de vue historique, on a exposé les images telles quelles, mais on a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a exposé des photographies historiques sans faire vraiment le lien avec l'art. Alors, à quoi de bon montrer une salle dédiée à la photographie judiciaire dans une exposition qui exposait tout autre type d'œuvres d'art. D'accord, la thématique était commune, mais bon, il manquait quelque chose pour faire le lien. Donc voilà, et au contraire, la réappropriation artistique, on l'a vu avec les 2 exemples présentés, je pourrais vous en parler d'autres, mais on n'a pas le temps. Celle-là, à mon avis, elle va encourager parce que ça peut déboucher sur des stratégies nouvelles de réappropriation de ce type de matériel. Voilà, je vous remercie de votre attention.